Dans les années 1970, une vision audacieuse vit le jour en Afghanistan, traverser les étendues désertiques du Nord par un puissant canal d'irrigation destiné à transformer le paysage, redonner vie aux terres et faire du pays le cœur agricole de l'Asie centrale. Le président de l'époque, Daoud Khan, rêvait d'un grand ouvrage d'ingénierie, mais ses plans restèrent sur le papier, les décennies suivantes furent marquées par les guerres, les coups d'État et les interventions qui enterrèrent toute ambition en matière d'infrastructure. L'idée, pourtant, ne disparut pas. Elle refaisait surface de temps à autre dans des documents et études, pour finalement réapparaître dans les années 2010 à l'agenda du président Ashraf Ghani. Et bien que, là encore, on n'ait pas su passer de la théorie à la pratique, c'est à ce moment-là qu'on lui donna une nouvelle forme. On la baptisa Qosh Tepa et l'on définit des paramètres qui, aujourd'hui, agitent toute la région. L'année 2022 marqua un tournant. Après la prise de pouvoir par les talibans, des travaux concrets commencèrent. En mars de cette année-là, les premières excavatrices s'enfoncèrent dans les sols du district de Kaldar, dans la province de Balkh, juste au bord de l'Amou Daria, fleuve frontalier qui, depuis des siècles, décide de la vie et de la mort des habitants de l'Asie centrale. De là, le canal devait traverser le Jojan jusqu'au Faryab pour atteindre à terme 285 km de longueur. Le premier tronçon, long de 108 km, fut achevé en octobre 2023, dans une mise en scène quasi propagandiste. On se lança aussitôt dans la deuxième phase et en 2024, les communiqués officiels annonçaient un avancement de plus de 80%. À terme, la troisième étape doit acheminer l'eau au cœur des terres agricoles par un réseau de ramifications et de dispositifs de régulation. Les paramètres de Qosh Tepa impressionnent autant qu'ils inquiètent. Le canal doit dépasser les 100 mètres de largeur et atteindre environ 8-5 mètres de profondeur, ce qui en fait une entreprise plus vaste que bien d'autres projets similaires en Asie. Les concepteurs promettent un débit de 650 mètres cubes par seconde et la captation annuelle de près de 10 milliards de mètres cubes d'eau. Si les plans sont menés à bien, l'Afghanistan obtiendra une immense source d'irrigation permettant d'arroser environ 550 000 hectares de terre. Cela signifie non seulement une transformation du paysage, mais aussi une chance d'atteindre une quasi-autosuffisance alimentaire et, à plus long terme, la possibilité d'exporter du blé. Dès le début, l'organisation des travaux prit une dimension démonstrative. Des milliers d'ouvriers, des centaines de pelleteuses et de bulldozers, des dizaines de chantiers supervisés par des structures étatiques créées par les talibans. Officiellement, le coût du projet dépasse 680 millions de dollars et, assurent les autorités, est financé par les revenus nationaux. Dans la propagande du régime, Qosh Tepa est la preuve de l'indépendance du pays, le signe que le nouveau pouvoir sait agir efficacement malgré l'isolement international. Le canal devint donc non seulement un projet économique, mais aussi un symbole politique, un outil de légitimation et de fierté. Mais plus la fierté grandit à Kaboul, plus l'inquiétude s'intensifie à Tachkent et à Ashgabat. L'Ouzbékistan et le Turkménistan puisent depuis des décennies dans les eaux de l'Amou Daria, dont le partage avait été défini à l'époque soviétique. L'Afghanistan n'avait pas participé à ces accords, et aujourd'hui, les talibans agissent en dehors de tout cadre traité. Des experts avertissent que le canal pourrait prélever de 8 à 20% du débit du fleuve, voire davantage les années sèches. Cela suffirait à déstabiliser les économies agricoles des voisins, réduire les récoltes de coton et de blé, accélérer la salinisation des sols et aggraver la catastrophe de la mer d'Aral. Il n'est donc pas surprenant que l'Ouzbékistan réclame de plus en plus ouvertement des négociations, tandis que les analystes régionaux mettent en garde contre une crise de l'eau. Les controverses ne s'arrêtent pas là. La méthode même de construction suscite des questions. Sur les images satellites, on voit que de nombreux tronçons restent non étanchéifiés, sans renfort en béton, et que les digues de terre sont vulnérables à l'érosion et aux ruptures. En décembre 2023, une importante fuite survint, un bassin artificiel de 9 km de long se forma le long du canal. Les autorités affirmèrent qu'il s'agissait d'un déversement planifié, mais les experts signalent l'instabilité de l'ensemble de la structure. La crainte est réelle que d'immenses quantités d'eau disparaissent dans le sol sans jamais atteindre les champs, tandis que l'Amou Daria perdrait malgré tout une partie de ses ressources. Dans le même temps, Qosh Tepa entraîne l'Afghanistan dans un vaste jeu diplomatique. Jusqu'ici, le système de partage des eaux en Asie centrale était une affaire interne aux anciennes républiques soviétiques. Désormais, un nouvel acteur apparaît, imposant ses propres règles sans aucune obligation envers ses voisins. La région se voit ainsi contrainte de repenser toute l'architecture de gestion de l'eau, peut être d'élaborer de nouveaux traités, des systèmes de suivi et des mécanismes de coopération.
Barrage Pajdan. Il s'agit d'un barrage en remblai situé dans le district de Karuk, dans la province de Herat, au nord-est de la ville de Herat, dans l'ouest de l'Afghanistan. L'ouvrage a été construit sur la rivière Hari, un important cours d'eau transfrontalier qui traverse l'Afghanistan, l'Iran et le Turkménistan. Les travaux de construction ont débuté en 2011, mais le projet a été interrompu pendant de nombreuses années en raison de difficultés financières, de problèmes de sécurité et de l'instabilité politique. Il a finalement été relancé et mené à son terme sous le gouvernement des talibans, et son inauguration officielle a eu lieu le 14 août 2025. Le barrage de Pajdan est un réservoir à usage multiple. Son objectif principal est l'irrigation des terres agricoles de la province de Herat. Selon les données officielles, le barrage peut accumuler jusqu'à 54 millions de mètres cubes d'eau, ce qui permet de fournir de l'eau d'irrigation à environ 13 000 hectares de terres cultivées. Parmi les zones couvertes par le système d'irrigation figurent notamment les districts de Karuk, Pashtun, Zargun et Guzara. Grâce au réseau de canaux liés au barrage, il est possible d'assurer un approvisionnement hydrique stable pour l'agriculture, qui joue un rôle économique essentiel dans la région de Herat. Un autre élément du projet est la production d'électricité. Le barrage est équipé d'une petite centrale hydroélectrique d'une puissance de 2 MW. Bien que son potentiel énergétique soit modeste par rapport aux grands ouvrages hydroélectriques d'autres pays, elle constitue pour les communautés locales une source d'électricité importante. Cette centrale a avant tout une dimension symbolique. Elle démontre la capacité à utiliser les ressources naturelles de l'Afghanistan et à réduire partiellement la dépendance vis-à-vis des importations d'énergie. Le coût de construction du barrage de Pajdan a été estimé à environ 117 millions de dollars américains. Le projet a été financé par le budget national et revêtait une importance propagandiste pour les autorités. Les talibans, qui ont pris le pouvoir en Afghanistan en 2021, présentent la mise en service du barrage comme l'un de leurs plus grands succès en matière d'infrastructure. Le discours officiel insiste sur le caractère de méga-projet de l'ouvrage, censé démontrer la capacité du nouveau gouvernement à réaliser de vastes entreprises économiques malgré des conditions politiques et économiques difficiles. L'histoire de la construction du barrage a été longue et complexe. Les premiers travaux ont commencé en 2011 sous le mandat du ministre de l'Énergie et de l'Eau, Ismail Khan. On prévoyait alors que la construction durerait quelques années. Avec le temps, cependant, le projet a rencontré de nombreux obstacles. Les interruptions ont été liées aussi bien à des problèmes de financement qu'à des menaces pour la sécurité. En 2021, des informations ont fait état de l'enlèvement de travailleurs par des groupes armés locaux, ce qui a entraîné une nouvelle suspension des travaux. Après la prise de pouvoir par les talibans en août 2021, le projet a été inscrit parmi les investissements infrastructurels prioritaires. En avril 2024, la reprise des travaux a été annoncée et 1 an plus tard, le barrage a été inauguré. L'importance du barrage de Pajdan ne se limite pas aux seules questions économiques. Sa construction a suscité des controverses sur la scène internationale, en particulier dans les relations avec l'Iran. La rivière Hari, sur laquelle le barrage a été érigé, est un cours d'eau transfrontalier dont les eaux jouent un rôle crucial dans l'irrigation des terres du nord-est iranien. Les autorités de Téhéran ont à plusieurs reprises exprimé leurs inquiétudes quant au fait que le stockage de l'eau en Afghanistan réduirait les débits vers l'Iran, notamment l'alimentation en eau de la grande ville de Mashhad. Des responsables iraniens et des médias ont présenté le barrage de Pajdan comme une menace pour la sécurité hydrique de l'Iran et ont accusé l'Afghanistan d'agir unilatéralement, sans respecter les usages coutumiers et les principes de coopération transfrontalière. Les talibans ont répondu à ces accusations en soulignant le droit de l'Afghanistan à utiliser ses propres ressources naturelles. Le gazoduc Tapi est l'un des plus grands et des plus ambitieux projets énergétiques d'Asie centrale et du Sud, visant à transporter le gaz naturel turkmène du gigantesque gisement de Galkinish vers l'Afghanistan, le Pakistan et l'Inde. Le projet, long de 1 814 km, doit être réalisé sous la forme d'un consortium multinational. Le concept est né dans les années 1990, mais ce n'est qu'au cours de la deuxième décennie du XXIe siècle qu'il a pris une forme officielle. Le gazoduc, d'un diamètre de 56 pouces, a été conçu pour une capacité d'environ 33 milliards de mètres cubes de gaz par an. Il est prévu que les livraisons soient réparties entre 3 points de réception en Afghanistan, 3 au Pakistan et un point terminal en Inde, à Fazilka. Le tracé commence dans la région de Mehri, au Turkménistan, franchit la frontière afghane près de Seretabat, traverse les provinces de Herat, Farah, Nimroz, Helmand et Kandahar,
puis entre au Pakistan, où il se dirige vers Quetta et Multan, avant de se terminer à la frontière indienne. Pour maintenir un flux et une pression stable, la construction de 6 stations de compression ainsi qu'un ensemble d'infrastructures connexes a été prévue, comme le décrivent les documents de la Banque asiatique de développement. La réalisation du projet incombe à Tapi Pipeline Company Limited, créée en 2014 pour construire puis exploiter le gazoduc. En 2015-2016, des accords d'investissement clés ont été signés et la structure de propriété a été fixée comme suit. 85% des parts reviennent au conglomérat Turkmengaz via la société Galkinish Pipeline Company, tandis que 5% sont attribués aux entreprises énergétiques publiques de l'Afghanistan, du Pakistan et de l'Inde. Cette répartition devait garantir le rôle dominant du Turkménistan en tant que fournisseur de gaz, tout en intégrant les pays de transit et les acheteurs au sein de la structure de propriété. Les premiers travaux de construction ont débuté au Turkménistan en 2015. À la fin de l'année 2024, les autorités d'Ashgabat ont annoncé que le tronçon turkmène était achevé. Dès lors, l'objectif principal s'est déplacé vers l'Afghanistan. En septembre 2024, une cérémonie officielle a eu lieu à Herat pour marquer la reprise des travaux sur le tronçon afghan, et au printemps 2025, les talibans ont déclaré qu'environ 14 km de gazoduc avaient déjà été posés. Toutefois, des sources indépendantes soulignent qu'il est difficile de vérifier ces informations et que le calendrier du projet s'écarte encore largement des prévisions initiales, selon lesquelles le gazoduc aurait dû être mis en service dès 2019. L'importance du projet Tapi est à la fois économique et politique. Pour le Turkménistan, il s'agit d'un projet clé de diversification des exportations de gaz, aujourd'hui majoritairement orientées vers la Chine. L'Afghanistan perçoit Tapi comme une initiative stratégique susceptible de générer des revenus de transit de plusieurs centaines de millions de dollars. Les talibans ont à plusieurs reprises avancé le chiffre d'environ 400 millions de dollars par an. Les autorités de Kaboul annoncent également la création d'unités militaires spéciales chargées de sécuriser le tracé du gazoduc. Le Pakistan considère le gazoduc comme une source d'approvisionnement stable, indispensable à l'alimentation des réseaux et de l'industrie à Quetta et Multan, ainsi qu'à la compensation du recul de la production nationale et de la dépendance croissante au GNL. L'Inde, pour sa part, recevrait le gaz par le terminal de Fazilka, au Pendjab, mais les relations politiques avec le Pakistan, ainsi que l'absence d'accord formel avec le gouvernement taliban, alimentent de sérieux doutes quant à l'avenir de la participation indienne. Le mécanisme commercial repose sur la vente du gaz turkmène à la frontière du Turkménistan, d'où le combustible est transféré dans le système de la TPCL, puis acheminé vers l'Afghanistan, le Pakistan et l'Inde. Les volumes annuels ont été provisoirement répartis entre 5 milliards de m3 pour l'Afghanistan et 14 milliards de m3 chacun pour le Pakistan et l'Inde. Le coût total de l'investissement avait été estimé initialement entre 7, 5 et 8 milliards de dollars, mais les prévisions récentes évoquent désormais un montant proche de 10 milliards. Après la prise de pouvoir des talibans en août 2021, les pays de la région ont poursuivi les discussions concernant Tapi. Entre 2023 et 2025, le Turkménistan et l'Afghanistan ont signé de nouvelles déclarations de coopération, annonçant l'accélération des études de terrain et de l'acquisition des terrains à Herat et dans d'autres provinces. En 2023, le Pakistan a conclu avec le Turkménistan un plan de réalisation de son tronçon du gazoduc. La participation de l'Inde demeure toutefois limitée et incertaine, ce qui fragilise la cohérence globale du projet. Les analystes avertissent que, sans engagement clair de la part du Pakistan et de l'Inde en matière de réception du gaz, et sans garantie de sécurité et mécanismes financiers crédibles, l'initiative pourrait encore se retrouver dans l'impasse. Le tronçon afghan du gazoduc, estimé à 800 km, longe le principal corridor de transport Herat-Kandahar à proximité de grands centres urbains. Le projet prévoit la construction de stations de mesure, de vannes d'arrêt, de bases pour le personnel et de routes d'accès. Dans ces documents, la Banque asiatique de développement a également défini des exigences environnementales et sociales, telles que des compensations pour les propriétaires fonciers et des consultations publiques. Les talibans ont annoncé la création d'unités de protection spéciales, tandis que le Turkménistan a déjà déployé une partie du matériel de compression de son côté de la frontière. Si le gazoduc entre en service, il pourrait avoir un impact économique majeur sur l'ensemble de l'Asie du Sud. L'Afghanistan bénéficierait non seulement de revenus de transit, mais aussi d'un accès au gaz naturel en 3 points de réception,
ce qui permettrait le développement industriel et la réduction de l'usage de combustibles plus coûteux. Le Pakistan recevrait des volumes stables soutenant les réseaux nationaux et l'économie, tandis que l'Inde pourrait intégrer un nouveau flux de gaz dans son réseau de transport intérieur. Le projet aurait également une dimension environnementale, car le gaz pourrait remplacer des combustibles plus émetteurs, tels que le fioul ou le diesel, même si le gazoduc lui-même comporte des risques d'émission de méthane et d'autres impacts environnementaux nécessitant un suivi attentif.